Il faut mettre ses conclusions à la fin de sa démonstration et pas au début. Il ne faut pas procéder par des affirmations, on glisse dans l'esprit des gens ensuite une interprétation de cette nature, et puis il est plus facile d'apporter la démonstration. Alors apportez la démonstration de ce que vous dites, et moi je vais vous apporter la démonstration du contraire. Le 30 avril 2020, le site humoristique Topito a posté un top 10 des trucs qui fonctionnent mais pas en France parce qu'on est des cons. Et vraiment, rien ne va là-dedans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit point sur Topito. À travers des listes appelées top, ce site propose une manière ludique de s'exprimer, de rire, d'éclairer l'actualité sous un autre angle, d'apprendre des choses incroyables et de retenir des infos complètement sans intérêt. Les sujets concernent tout ce qui plaît aux auteurs, les fait marrer ou les interpelle quelque part. Leur ligne éditoriale est que ça soit toujours drôle, un chouïa insolite, un peu instructif et un peu utile. C'est donc un site fait avant tout pour se détendre et rigoler un peu tout en apprenant quelques petites choses par-ci par-là. Depuis son lancement en 2006, le site revendique 10 millions de visiteurs chaque mois et 100 millions de vues au total sur le site, leur page Facebook et leur chaîne YouTube. Leur page Facebook a également été likée par 2,3 millions de personnes, inutile de dire que Topito a donc un auditoire assez conséquent. Comme indiqué dans l'éditorial, les auteurs de Topito peuvent réaliser des tops sur des sujets qui les interpellent. C'est ainsi qu'ils ont par le passé publié des articles sur la hausse des prix, la comparaison entre les prix pratiqués à Paris et dans le reste de la France, des statistiques liées à la richesse et plein d'autres sujets. Quand ça reste purement humoristique comme cet article de 2016 sur les moyens de faire baisser le chômage, il n'y a pas de problème car c'est justement de l'humour. Le Gorafi ne cite pas non plus ses sources car ce sont des fausses informations revendiquées et destinées à faire rire. Mais le Gorafi ne s'est par contre jamais mis à faire de la vraie information, justement pour ne pas embrouiller ses lecteurs entre vraie information et humour. Le problème se pose donc avec Topito quand les sujets sont traités de manière tout à fait sérieuse car les auteurs essaient de sensibiliser leur public à certains sujets. Oh dear, we are in trouble. Naturellement, ils ont tout à fait le droit et il n'y a rien de choquant car Topito ne s'est jamais présenté comme un site sérieux d'information. Mais dans ce genre de cas, il est tout de même préférable d'adopter une méthodologie journalistique rigoureuse et donc de toujours fournir ses sources au fur et à mesure de l'article ou bien de les résumer à la fin. Et le problème avec l'article qu'ils ont réalisé sur les 10 choses qui marchent mais pas en France, c'est qu'il n'y a pas la moindre source de tout l'article. Si, je vous assure, vous verrez. Je précise que le but de cette vidéo n'est pas de dire que les rédacteurs de Topito sont des bons à rien, incapables de trouver de vraies informations, mais simplement qu'ils devraient veiller à systématiquement indiquer leurs sources, car c'est l'une des bases d'un travail de recherche. Prenons donc cet article et voyons ce qui ne va pas, mais je tiens à préciser que le but n'est pas de débattre des sujets en eux-mêmes, mais de la manière dont ils sont présentés et traités par le rédacteur de Topito. Ce top commence donc par traiter le cas des vélos Gobi Bike en indiquant que cette entreprise franco-hongkongaise avait retiré ses vélos de Reims et de Lille à la suite de trop nombreuses dégradations. Sur le parc de 400 vélos disponibles à Reims, 380 étaient en effet devenus inutilisables en raison de dégradation. Le souci avec cette information est que la source d'ouvrir ce chiffre n'est pas mentionnée et on doit donc croire sur parole le rédacteur de l'article. Si vous aimez bien remonter le fleuve de l'information vers la source du savoir, une petite recherche rapide sur internet vous envoie vers le site de France 3 Régions qui a mentionné cette information en 2018 au moment des faits. Vous pouvez alors remarquer que ce ne sont pas 380 vélos qui étaient devenus inutilisables, mais 340. Naturellement, 40 de plus ou de moins ne change pas grand chose à ce niveau-là, mais c'était tout de même une fausse information. Signalons au passage qu'avec ce vrai chiffre, le taux de vélos dégradés passe de 95% du total à 85%, soit une baisse de 10 points de pourcentage tout de même. Mais encore une fois, on n'est pas là pour juger le fond de l'article, seulement la forme. Poursuivons avec le deuxième point qui commence en expliquant que dans d'autres pays que la France, l'État s'est rendu compte qu'un sans-abri coûte plus cher dans la rue en termes de soins médicaux si celui-ci tombe malade que s'il était dans un logement financé par des fonds publics. C'est donc pour cette raison que les pouvoirs publics ont réquisitionné des logements vacants pour accueillir ces personnes vivant dans la rue. L'État a par exemple appliqué cette mesure depuis une dizaine d'années. Topito précise cependant qu'en France, malgré des dispositions permises par les lois de Cécile Duflot, la réquisition des logements vacants ne fonctionne pas en raison d'une animosité des Français à l'égard de cette mesure qui revient selon eux à violer la propriété privée. L'auteur conclut que c'est bien dommage car quand on voit le parc de logements vacants en France, on se dit que l'on marche sur la tête. Vous l'aurez compris, le souci ici est le même que précédemment, à savoir qu'il n'y a aucune source pour étayer ces affirmations. Et ce problème est renforcé par le fait que non seulement il n'y a pas de source, mais il n'y a pas de chiffres non plus. Et c'est bien dommage de traiter un sujet comme celui-ci sans apporter de chiffres. L'auteur commence donc en expliquant que dans d'autres pays, l'État a fait un calcul simple. Mais ça aurait été quand même intéressant d'indiquer précisément les pays concernés, car là on ne sait pas s'il parle des pays d'Europe, d'Amérique ou d'Asie ou même d'Afrique, pourquoi pas. Mais bon bref, il précise que ces pays ont fait un calcul simple, qui est qu'un sans-abri coûte plus cher à la société lorsqu'il est dans la rue que dans un logement. Le problème ici est qu'aucun chiffre n'est fourni pour mesurer l'ampleur de cette différence. Une rapide recherche sur internet nous emmène vers un article de France Info, qui est probablement la source utilisée, mais qui n'est pas citée, par le rédacteur de Topito. Cet article répond donc à certains trous laissés par Topito puisqu'on y apprend que le calcul n'a pas été fait dans d'autres pays, comme l'affirme Topito, mais uniquement dans l'état de l'Utah aux États-Unis, qui met en avant qu'un sans-abri coûte 16 000 $ en termes de frais médicaux s'il n'est pas logé,
contre 11 000 $ en termes de logement dans le cas où il est logé. Alors oui, Topito cite l'Utah dans son article, mais sans préciser les chiffres donnés par France Info et en faisant de larges généralisations. Continuons donc avec l'affirmation selon laquelle la réquisition de logements vacants ne fonctionne pas en France en raison d'une animosité très forte des citoyens envers cette mesure. Alors d'une part, il n'explique pas dans quelle mesure la réquisition ne fonctionne pas, est-ce qu'elle ne fonctionne pas du tout ou est-ce que le nombre de logements réquisitionnés est trop faible? Aucune idée. D'autre part, Topito explique que cela est dû à une animosité des Français qui considèrent que cela revient à une violation de propriété privée. Mais encore une fois, on ne sait pas d'où vient cette affirmation. Elle pouvait peut-être venir d'un sondage, mais rien n'est mentionné. Et enfin, on termine sur l'affirmation selon laquelle c'est dommage que la mesure ne marche pas, car quand on voit le terme de logement vacant en France, on se dit qu'on marche sur la tête. Je commence à me répéter alors qu'on n'est qu'à la fin du deuxième point, mais aucune source et aucun chiffre ne viennent étayer cette affirmation. Et c'est dommage car quand on lit cette phrase, on se dit que ça doit vraiment être énorme et que c'est donc scandaleux, mais puisqu'il n'y a aucun chiffre précisé, on ne peut pas en savoir plus. À partir du moment où nous discutons de chiffres, il faut discuter de chiffres exacts. Si on cherche très rapidement sur internet, on tombe sur un article de l'INSEE présentant le parc de logements en France au 1er janvier 2017, c'est-à-dire 3 ans avant l'article de Topito. Et on peut voir que le nombre de logements vacants en France est presque égal à 3 millions, ce qui représente 8,4% du total des logements. Je voudrais d'abord vous dire que moi j'ai pris tout simplement, je ne tenais pas à sortir des chiffres, mais enfin, il mérite de l'être compte tenu de ce que vous dites. Naturellement, le rédacteur de Topito a tout à fait le droit de considérer que ce pourcentage est beaucoup trop élevé, mais encore une fois, pour tenir ce discours, il faut avant tout vérifier le chiffre précis, comme je viens de le faire. Il faut mettre ses conclusions à la fin de sa démonstration et pas au début. Continuons avec la troisième chose qui marcherait apparemment ailleurs, mais pas en France, les auberges de jeunesse. Non, j'ai dit auberges de jeunesse, pas de jeunesse. Voilà, merci, c'est mieux. L'article commence donc en précisant d'emblée qu'il existe bien évidemment des auberges de jeunesse en France, mais que l'offre est ultra limitée comparée à d'autres pays dans le monde, puisqu'il n'y en a que 132 sur tout le territoire. Il poursuit en précisant que dans les pays nordiques ou en Amérique latine, c'est un moyen de logement auquel les jeunes ont recours pour voyager dans de bonnes conditions à des prix abordables. En revanche, cette pratique ne fonctionne pas en France puisque c'est un pays d'hôtels et d'hôteliers et que l'opération d'Airbnb n'a pas arrangé les choses étant donné que la France est l'un des principaux marchés de cette entreprise. Soulignons dans un premier temps la présence pour la première fois d'un lien renvoyant vers une source qui n'est autre qu'un top 10 de Topito sur les meilleures auberges de jeunesse de France. Super. Bon bref, au moins on sait qu'il y en a en France. Par contre, l'affirmation suivante selon laquelle il n'y en a que 152 sur tout le territoire pose problème car on ne sait toujours pas d'où sort ce chiffre. Et quand on cherche sur aubergedejeunesse.com/Europe, on voit qu'il y a 954 auberges dans toute la France, c'est-à-dire 6 fois plus que selon Topito. Si on creuse un peu et que l'on va dans la source du top 10 des meilleures auberges, on trouve un site référençant les auberges Hosteling International, c'est-à-dire à but non lucratif. Sur ce site, on voit qu'il y a 90 auberges de ce type en France, c'est-à-dire 62 de moins que selon Topito. Donc non, vraiment, je ne comprends pas d'où sort ce chiffre, car au final on se retrouve avec plus de 1000 auberges dans toute la France, contre 152 selon Topito, en admettant que les auberges HI ne soient pas comptabilisées par aubergedejeunesse.com. Ok. Le deuxième problème vient de l'affirmation sur laquelle cette offre est ultra limitée comparée à d'autres pays dans le monde, car le rédacteur ne précise absolument pas de quel pays il parle. Alors d'accord, il parle sans doute des pays nordiques ou d'Amérique latine, mais puisqu'il ne le précise pas et que de toute manière il ne donne pas de chiffres, on ne peut pas savoir si cette offre est bien ultra limitée comparée à ces pays. Si on reste sur les auberges à but non lucratif, en utilisant le site présenté dans l'autre article de Topito, on voit qu'il y en a 9 en Argentine, 1 au Costa Rica, 2 au Panama, 32 au Brésil, 8 au Chili et 12 en Argentine et aucune dans tous les autres pays. Donc au final, il y a plus d'auberges de jeunesse de ce type en France que dans toute l'Amérique latine, mais il affirme quand même que l'offre est ultra limitée comparée à ces pays. Ça sort de nulle part. Et je tiens à ce que, dès que l'on parle de chiffres, vous n'ayez pas des affirmations qui sont contraires à la vérité. Et de la même manière, si on regarde maintenant sur le site référençant les auberges de jeunesse à but lucratif, on voit que la France est le 12e pays d'Europe sur 47, et surtout qu'aucun autre pays nordique ne se situe devant elle, donc vraiment son affirmation n'a aucun sens. En revanche, quand on regarde les pays d'Amérique du Sud, là oui, la France est 7e sur 12, et on voit qu'il y a par exemple 8,5 fois plus d'auberges de jeunesse au Brésil qu'en France, mais bon, il a fallu trouver soi-même la source, et je ne suis même pas sûr que ce soit celle-là qu'il a utilisée. Le milieu de cette section nous explique que l'auberge de jeunesse est le système auquel les jeunes ont recours dans les pays nordiques ou en Amérique latine. Alors, moi je veux bien, mais à quoi sert cette affirmation ? À dire que les jeunes français n'utilisent pas cette méthode, et puis quand il dit les jeunes, il veut dire les jeunes de ces pays-là, ou bien les jeunes qui voyagent à l'étranger. En plus de ça, comment est-ce qu'on peut savoir si ce n'est pas le cas en France ?
Bref, on a franchement l'impression qu'il n'a pas terminé ce passage avant de publier le top. Et enfin, le dernier passage sur Airbnb est particulièrement savoureux, car bien entendu l'affirmation selon laquelle la France est un des principaux marchés de l'entreprise n'est absolument pas sourcée, et si on recherche rapidement, on trouve qu'en 2017, la France était effectivement la deuxième destination des utilisateurs d'Airbnb dans le monde, après les États-Unis, et que plus de 8 millions de voyageurs se sont rendus l'année dernière dans l'Hexagone par le biais de cette plateforme. Mais ça peut aussi bien être des utilisateurs étrangers que français. Le problème avec la fin de cette section est qu'on ne comprend pas trop ce qu'il cherche à montrer. Est-ce qu'il essaye de motiver les jeunes à aller dans des auberges de jeunesse? Est-ce qu'il veut culpabiliser les utilisateurs d'Airbnb car ce type de location diminue la possibilité de location de longue durée? Non, vraiment, je ne comprends pas où tout ça mène. Le numéro 4 du top fait un point sur les conditions de vie dans les prisons françaises en expliquant que l'investissement mis dans la politique carcérale est totalement insuffisant, mais que la population semble trouver normal que le parc carcéral soit en surchauffe, avec un taux de remplissage de près de 140% dans les maisons d'arrêt. Il explique ensuite que la prison est souvent pointée du doigt comme un lieu de radicalisation pour les détenus, de droit commun, et qu'il serait temps de s'inspirer des modèles nordiques où le taux de récidive est bien moindre qu'en France. Toujours le même problème, pas la moindre source. Sur l'investissement mis dans la politique carcérale, il n'y a aucun chiffre précisant le montant de cet investissement, donc c'est assez facile de dire que c'est insuffisant. Concernant le taux de remplissage, on trouve effectivement le chiffre de 138% au 1er janvier 2020, selon l'Observatoire international des prisons, mais ça ne coûtait vraiment rien de mettre le lien, parce qu'encore une fois, ce n'est pas au lecteur d'aller chercher les sources potentiellement utilisées par le rédacteur. Rebelote avec le fait de dire que les prisons sont souvent un lieu de radicalisation. Moi je veux bien, mais ça serait bien de corroborer cette affirmation par une citation d'un institut qui s'est penché sur le sujet, ou au moins d'une ONG comme Amnesty International, je ne sais pas. Et alors pour finir avec la cerise sur le gâteau, le taux de récidive est bien plus faible dans les pays nordiques qu'en France. Encore une fois, je ne demande qu'à croire ce qu'il nous dit, mais où sont les chiffres qui viennent confirmer cette comparaison? Il ne nous présente ni le taux de récidive dans les pays nordiques comme la Finlande, le Danemark ou la Suède, ni celui de la France. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon allez, on va accélérer un petit peu avec la section 5 sur le financement de Wikipédia qui nous explique que selon une étude, seuls 11% des utilisateurs français se disent prêts à donner de l'argent, contre 42% pour des pays comme l'Inde, et même l'Égypte explose nos compteurs apparemment, de même que les États-Unis. Bon, déjà de dire d'après une étude, ça fait très classe, hein, mais c'est quand même mieux de préciser le titre de l'étude, les auteurs de celle-ci, et le journal dans lequel elle a été publiée. Car à moins que ces chiffres aient été inventés, ils viennent certainement d'un sondage réalisé dans les différents pays concernés, sauf qu'il y a un risque que cette différence ne soit pas significative. Rappelez-vous la vidéo précédente. C'est pour ça qu'il aurait été utile de citer explicitement la fameuse étude d'où sont tirés les chiffres afin que l'on puisse vérifier. Et puis alors de dire que l'Égypte et les États-Unis explosent la France sans donner aucun chiffre pour comparer, c'est d'un professionnalisme vraiment douteux. Bref, sur cette section, il n'y a rien à garder. Le numéro 6 explique quant à lui que les études prouvant les bienfaits à long terme de la méditation sur la santé, le bien-être et la capacité de concentration se multiplient, mais que la France tarde toujours à embrasser le mouvement. Aux États-Unis, au Canada ou en Europe du Nord, des méthodes de méditation pour enfants ont ainsi été mises en place dans certaines classes depuis 2009. Sauf qu'en France, les pouvoirs publics demeurent sceptiques par rapport à ces pratiques, le fruit sans doute d'un rationalisme très éclairé, parfois un peu con, d'après Topito, car propre à assimiler toute tentative pour aller mieux à du mysticisme débile. Alors là, c'est le même problème que précédemment. Quand le rédacteur écrit « les études se multiplient », de quelles études parle-t-il exactement? Dire que des études se multiplient sans les citer, ça ne vaut rien. En cherchant un peu, j'ai trouvé un article du Monde de 2015 qui présente une étude sur le sujet, mais bon, encore une fois, ça aurait été bien de le mentionner car je ne suis même pas sûr que ça soit la source que l'auteur a bien utilisée. De la même manière, en 2017, le site canadien Le Devoir a mis en avant que quelques méta-analyses ont souligné l'utilité de la méditation pour réduire le stress et l'anxiété des jeunes, mais encore une fois, cet article n'est pas cité de toute façon. Le meilleur reste à venir car le fait de dire que les pouvoirs publics en France demeurent sceptiques par rapport à ces pratiques ne vaut strictement rien étant donné qu'il n'y a aucune citation d'aucun responsable politique ni d'aucune institution publique comme le ministère de l'Enseignement qui vient valider cette affirmation. C'est comme si je disais que mon chat ne se sent pas concerné par le conflit israélo-palestinien sans lui avoir demandé son avis et sans citer de déclaration. Bon, même si de toute manière, je pense pas forcément qu'il m'aurait répondu. Et vraiment, la cerise sur le gâteau de ce passage, c'est la dernière phrase qui nous dit donc que ce scepticisme est sans doute le fruit d'un rationalisme très éclairé et parfois un peu con. Parce que je suis désolé, et encore une fois le but n'est pas d'accabler Topito, mais le fait de dire sans doute signifie qu'on est purement et simplement dans la spéculation la plus totale et qu'on n'a pas le moindre début d'une preuve. Bon, c'est sans importance.
Ce n'est que l'avis personnel du rédacteur de Topito et non une citation officielle d'un responsable politique français. Je le redis, je n'ai aucun problème avec le fait de croire que la méditation n'est pas pratiquée à l'école en France, car les politiques sont des vieux schnocks qui ne veulent rien entendre, mais je veux simplement que l'on m'apporte les preuves de cela à travers des citations précises. Il ne faut pas procéder par des affirmations, on glisse dans l'esprit des gens ensuite une interprétation de cette nature, et puis il est plus facile d'apporter la démonstration. Alors apportez la démonstration de ce que vous dites, et moi je vais vous apporter la démonstration du contraire. Vient ensuite le numéro 7 sur les livres en libre-service, qui sont assez répandus au Danemark, en Angleterre et dans tous les pays où il fait froid de manière générale, mais en France, par contre, cette pratique ne prend pas car les livres sont souvent dégradés, voire incendiés. Rien de spécial à dire, si ce n'est qu'il n'y a comme d'habitude aucune source pour préciser que ça ne prend pas en France, aucun chiffre sur le nombre de cabines téléphoniques transformées en bibliothèque libre-service, et aucun article de presse relatant des faits de dégradation ou d'incendie de livres. Vraiment, ça devient consternant car j'imagine bien que l'auteur de ce top est très touché par tous les sujets et voudrait sensibiliser le public à ces thématiques, mais c'est justement en apportant des éléments concrets et sourcés qu'il faut le faire, pas en faisant des affirmations à l'emporte-pièce comme avec la méditation à l'école, ou en sortant des chiffres de nulle part, comme dans le cas des auberges de jeunesse en France. Allez, courage, c'est presque fini. Le numéro 8 nous explique donc que plus de la moitié des Français affirment ne pas trier systématiquement leurs déchets et que c'est un chiffre alarmant quand on le compare aux bons élèves que sont les pays du Nord. Vous devez me voir venir à des kilomètres, d'où sort ce chiffre? Certainement d'un sondage, mais lequel? Et réalisé en quelle année avec quel échantillon? Et à propos des pays du Nord, faire une comparaison c'est bien, mais il faudra avoir un chiffre précis pour pouvoir comparer. Et encore faut-il que ces différences soient significatives, n'est-ce pas? Allez, passons rapidement à la section 9 qui explique donc que la France est championne du monde de la fraude dans les transports. Ok, super, mais comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion? Peut-être en le comparant le montant moyen des pertes liées à la fraude dans chaque pays, peut-être? Sans doute, mais il n'y a ni chiffre ni source, donc on ne peut pas le savoir. Ah, voilà un chiffre. 52% des Français jugent acceptable de frauder dans les transports. Bon, selon quel sondage, on ne sait pas, mais bref, cela vient de l'héritage d'une certaine idée du service public à la française et du ras-le-bol des augmentations tarifaires de la SNCF et de la RATP. Alors, en effectuant une recherche rapide, on voit que les 52% viendraient d'un sondage réalisé par l'IFOP en 2016 pour l'Union des transports publics. Mais ça aurait quand même été sympa de le préciser. Le chiffre n'est donc pas faux. Par contre, il va falloir qu'on discute des deux affirmations qui suivent ce chiffre. Déjà, la première affirmation sort de nulle part, car l'enquête précise que 29% des usagers souhaiteraient que les transports publics deviennent gratuits, mais ils ne disent pas que la fraude se justifie pour cette raison. Et quand on leur demande dans quelles circonstances la fraude semble-t-elle acceptable, ils ne sont que 27% à répondre qu'elle l'est lorsque le prix du transport est jugé trop élevé. Donc autant dire que le ras-le-bol sur l'augmentation des tarifs ne tient pas trop la route non plus, en plus de n'être pas sourcé. Terminons en abordant le dernier point de ce top qui explique qu'à peu près partout dans le monde, les politiques de sécurité routière ont mené à des limitations de vitesse inférieures à celles que l'on connaît en France. Mais que dans notre beau pays tricolore, le passage aux 80 km/h en juillet 2018 avait déclenché une levée de bouclier qui s'est finalement soldée par une délégation aux collectivités locales du pouvoir décisionnel quant à la vitesse maximale autorisée chez eux. Autant dire qu'on est rapidement revenu aux 90 km/h. Alors déjà, la première affirmation n'est pas sourcée car il n'y a aucune comparaison entre la vitesse moyenne dans le reste du monde et en France. Mais bon, on n'est plus vraiment à ça près. Le problème majeur vient de la dernière affirmation qui n'est qu'à moitié vraie car l'expérimentation devait durer 2 ans, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Mais le mouvement des Gilets jaunes a fait que le 16 mai 2019, le Premier ministre s'est dit prêt à laisser les conseils départementaux déroger à cette règle, et le 26 décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités a été publiée et autorise les départements à repasser aux 90 km/h. Sauf que ce n'est pas open bar non plus et qu'il y a des conditions à remplir pour cela. Comme le précise un article de France Bleu datant du 4 février 2020, les élus locaux doivent motiver leur décision en se basant d'une part sur une étude d'accidentalité et solliciter d'autre part un avis consultatif de la commission départementale de sécurité routière qui est présidée par le préfet et composée de représentants de l'État, d'élus locaux et d'associations. D'autre part, les tronçons concernés doivent également faire au moins 10 km et être équipés de séparateurs centraux et de radars. Et surtout, seuls 3 départements sont déjà revenus à 90 km/h, 11 départements comptent le faire prochainement et 16 y sont favorables. Donc au total, sur les 96 départements de la France métropolitaine, seuls 14,58% comptent revenir aux 90 km/h ou l'ont déjà fait, et 16,67% s'y disent favorables. Cela veut dire que même si les 16 départements y reviennent... Ce qui n'est pas sûr, après tout, quand je vois certains ralliements de part et d'autre, après tout,
Qui sait? 68,75% des départements de France métropolitaine appliqueront toujours les 80 km/h. Est-ce que vous voulez que nous fassions le compte de l'ensemble des villes de France et des départements de France où je suis arrivé largement en tête? Et en plus de ça, le retour aux 90 km/h ne peut s'effectuer que sur certaines routes de plus de 10 km, donc même dans les départements qui y seront retournés, ce ne sera pas toutes les routes qui seront concernées. Autant dire que non, on n'est pas rapidement revenu aux 90 km/h, on n'y est même pas encore vraiment revenu. Piou, voilà, on a terminé. J'aimerais maintenant faire le bilan de cette vidéo. Encore une fois, le but n'était pas de dire que le rédacteur de Topito qui a pondu cet article est un activiste sans cervelle qui ne sait pas citer ses sources. Le but était de montrer l'intérêt de citer ses sources lorsque l'on effectue des recherches. Et il y en a beaucoup, mais citons-en deux. Tout d'abord, cela permet de vérifier l'origine et la véracité des chiffres, et donc de contrôler lorsque ceux-ci sont mauvais, comme dans le cas du point numéro 1 avec les 380 qui se transforment en 340 lorsque l'on vérifie, ou bien dans le cas du point numéro 3 où le chiffre de 152 auberges sort vraiment de nulle part. Le deuxième intérêt majeur est que cela permet au public d'approfondir la recherche en parcourant ses sources. Que ce soit pour un article de presse ou un article publié dans une revue scientifique, les auteurs ne font souvent que reprendre les principaux résultats des sources qu'ils citent, et le fait de permettre au lecteur d'aller consulter en les citant explicitement permet à ceux-ci de lire entièrement les sources et donc éventuellement de découvrir d'autres aspects du sujet. S'il y a donc une chose à retenir de cette vidéo et de ce top de Topito, c'est qu'il faut systématiquement citer ces sources afin que l'on ne puisse pas dire que vos chiffres sortent de nulle part ou que vous parlez sans savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager afin de faire connaître l'importance de citer ces sources, et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires si vous avez des choses à dire ou à redire. Je vous recommande par ailleurs d'aller visionner cette vidéo réalisée par la chaîne Le Point Genius et qui traite entre autres de la réduction de la vitesse sur les routes. Je vous recommande également la chaîne Defakeator qui vous apprendra énormément de techniques très utiles et toutes bêtes pour savoir comment chercher efficacement l'information et repérer les fausses informations. Son tuto pour apprendre à faire ses propres recherches est à ce titre très instructif et m'a encouragé à faire cette vidéo.